Nous devons être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Nous n'avons presque plus de carburant. Me recevez-vous? Notre carburant s'épuise. Nous n'avons plus qu'une demi-heure d'autonomie. En 1937, Amelia Earhart disparaît dans l'immensité de l'océan Pacifique. Nous sommes entre les positions 156 et 137. Je répète, nous élargissons notre navigation au nord et au sud. L'aviatrice tente de réaliser le périple aérien le plus long et le plus téméraire jamais entrepris. Un exploit qui doit couronner son extraordinaire carrière et satisfaire enfin sa soif d'absolu. Amelia Earhart a été propulsée vers la gloire par un puissant commanditaire new-yorkais qui a fait d'elle une star avant d'en tomber amoureux. Mais la célébrité ne suffit pas à Amelia Earhart. Ambitieuse et intrépide, elle veut entrer dans l'histoire. Cette quête lui coûtera la vie. Boston, printemps 1928. Amelia Earhart a 30 ans et ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie. Fille d'un avocat alcoolique du Kansas, elle a connu tour à tour l'opulence et la pauvreté. Mais une passion la dévore, l'aviation. Dans ce domaine, elle se bat pour être l'égale des hommes et n'est jamais si convaincante qu'aux commandes d'un aéroplane. Voler est son obsession depuis son tout premier décollage, 7 ans plus tôt. Dès que nous avons quitté le sol, j'ai su que je voulais piloter. L'océan et les collines semblaient me faire signe à travers le cockpit, comme s'ils étaient déjà des amis. L'aéronautique est une discipline toute récente. Les accidents sont fréquents et généralement mortels. Le public considère les aviateurs comme des héros romantiques et beaucoup sont aussi célèbres que des stars de cinéma. Les femmes sont peu nombreuses dans cet univers masculin, une centaine tout au plus en Amérique. Mais Amelia Earhart est une aviatrice chevronnée. En ce mois de mai 1928, elle est à l'aube de grandes aventures qui lui vaudront une gloire immense. Un coup de téléphone l'appelle à New York pour y rencontrer un homme qui a su tirer profit de la fascination du public pour l'aviation. Miss Amelia Earhart. Thank you, Miss Earhart. We're going to talk to you. Thank you. Yes. Mr. Putnam, Amelia Earhart to see you, sir. I'll be with her in a minute, Emily. George Palmer Putnam est à la recherche de celle qui sera la première femme à traverser l'Atlantique en aéroplane et qui racontera son aventure dans un livre, si toutefois elle en sort vivante. Yes. No, 10%. Putnam est un homme riche. Il est à la tête d'un empire familial dans l'édition. Les livres et les films sur l'aviation sont pour lui une poule aux œufs d'or et il a de grands projets pour Amelia Earhart. Mais pour l'instant, elle est priée de patienter. 3 days. No.
Send her in. Yes, sir. Amelia meurt d'envie de tenter la traversée de l'Atlantique, mais elle craint de se montrer trop enthousiaste. I'll call you back. Miss Earhart here to see you, sir? Sir Hart? Elle sait déjà que Putnam parraine le plus célèbre aviateur du monde, Charles Lindbergh. Il y a un an à peine, celui que l'on surnomme l'Aigle solitaire a réussi la première traversée de l'Atlantique entre New York et Paris. George Putnam a vu sa fortune prospérer avec le livre de Lindbergh, dont il détient les droits. Et il compte sur un nouveau succès, mais avec une femme cette fois. Amelia est en tout point semblable à Lindbergh. Et Putnam sait qu'il a trouvé la candidate idéale. Il lui annonce qu'elle volera au-dessus de l'Atlantique, mais comme simple passagère. Sir Hart? 2 hommes seront aux commandes. We will have a wonderful part. I'll be ready. I look forward to hearing from Amelia décide d'accepter les conditions de Putnam. Son instinct lui dit que c'est un gagneur. Le 3 juin 1928, le temps est clair. Amelia écrit une lettre à son père, à ouvrir en cas de décès. Cher papa, je suis partie pour le grand saut. Ça en valait vraiment la peine. J'aurais tellement aimé réussir. Je ne crois pas que nous nous reverrons dans l'au-delà. Au revoir et bonne chance. Affectueusement, ta fille. Dans la baie de Boston, Amelia rencontre les aviateurs chargés de la conduire de l'autre côté de l'Atlantique. Le pilote s'appelle Bill Stultz, le mécanicien Lou Gordon. Le sort d'Amelia est entre les mains de parfaits étrangers. Ils voleront à bord du Friendship, un puissant hydravion trimoteur offert par une riche mécène. Mais leurs chances sont minces. Depuis l'exploit de Lindbergh, 11 hommes et 3 femmes ont péri dans cette folle entreprise où la mécanique comme l'endurance humaine sont soumises à rude épreuve. Amelia est consciente des risques. J'ai eu une vie très heureuse et une fin prématurée ne me fait pas peur. Le Friendship s'envole pour Terre-Neuve, où une météo exécrable le cloue au sol pendant 12 jours. Le 17 juin 1928, Amelia et son équipage reprennent enfin leur périlleuse expédition. À New York, George Palmer Putnam donne un maximum de publicité à l'opération. Les bateaux suivent la progression de l'aéroplane par radio et une nuée de journalistes se rendent en Grande-Bretagne pour assister à l'arrivée triomphale d'Amelia. First female flyer to cross the Atlantic left Newfoundland. Mais son seul exploit est de rester bien sagement assise à l'arrière de l'appareil. La célébrité et la fortune sont des perspectives qui laissent Amelia plutôt froide. Son vrai moteur est le goût de l'aventure. Je n'avais toujours pas de projet d'avenir. Ça m'était bien égal. Pour l'heure, tout ce qui m'importait était de bourlinguer dans les airs. Le 18 juin 1928, le Friendship atterrit à Buryport, au Pays de Galles, 20h40 après le décollage. Amelia Earhart est la première femme à avoir franchi l'Atlantique en avion. En un instant, elle devient une héroïne acclamée par la foule, exactement comme l'avait prévu Putnam.
L'Amérique fait fête à sa première déesse des cieux. Mais Amelia prend bientôt conscience qu'elle n'est qu'une figurante dans un spectacle parfaitement réglé. Tout le mérite revenait aux 2 pilotes qui avaient fait le travail. Mais le fait que je sois la première femme à avoir franchi l'Atlantique en avion faisait de moi la vedette de notre petit numéro. Elle a l'impression d'être une usurpatrice dont la gloire repose sur une imposture. Mais George Putnam a de grands projets pour Amelia Earhart. Putnam invite Amelia à séjourner dans sa propriété de New York le temps qu'elle termine son livre. Si sa célébrité lui pèse, elle adore le train de vie de la haute société. Au fil de ses journées passées auprès de sa protégée, George Putnam pense à l'avenir. Tous deux forment une équipe soudée et Putnam ne laisse aucun détail au hasard. Vos chapeaux sont un danger public. Faites-y au moins attention, si vous tenez tellement à les porter. Certains sont de vraies calamités. Il va jusqu'à lui recommander de ne pas sourire trop largement pour cacher ses dents du bonheur. Le livre d'Amelia paraît en août 1928. Elle le dédie à l'épouse de Putnam. À Dorothy Putnam, dont la maison a abrité l'écriture de ce livre. Les Putnam sont mariés depuis 19 ans et leur ménage bat de l'aile. Au cours de l'année qui suit, Dorothy demande le divorce. George propose alors à Amelia de l'épouser, mais celle-ci est perplexe. Il ne s'agissait que d'amitié entre nous. Du moins, c'est ce que je croyais au début. En fait, je refusais de m'avouer que j'étais amoureuse. Mais je ne pouvais me mentir plus longtemps. Pour Amelia, cependant, le mariage suppose de renoncer à son indépendance et elle refuse par 2 fois. Puis, en février 1931, elle accepte enfin d'épouser George Putnam, mais elle y met des conditions. Juste avant leur mariage, célébré dans l'intimité, Amelia remet à George une lettre singulière. Je dois te rappeler ma réticence à l'égard du mariage. Je ne peux pas te garantir que je supporterai de rester confinée dans une cage, même dorée. Comprends bien que je n'exige de toi aucun devoir quelconque de fidélité et que je ne m'imposerai rien de la sorte. Promets-moi de me rendre ma liberté dans 1 an si nous ne sommes pas heureux ensemble. George accepte les conditions posées par Amelia. Elle conserve son nom de jeune fille et ne porte jamais son alliance. Et surtout, elle continue à voler, avec la farouche détermination de prouver qu'elle est un vrai pilote et pas juste un gadget publicitaire. Elle pulvérise le record féminin d'altitude et de vitesse. En 1931, Amelia est devenue l'une des femmes les plus célèbres du monde. Ses talents d'aviatrice et le savoir-faire médiatique de George se complètent à merveille. Peu à peu, leur partenariat professionnel se mue en une union profonde et durable. La simplicité et la fraîcheur d'Amelia ont conquis le cœur de l'homme d'affaires cynique.
Je suis beaucoup plus heureuse que je ne l'aurais cru. J'ai vraiment trouvé le bonheur. Mais il reste une ombre au tableau. Amelia ne peut oublier qu'elle n'était que passagère lors du vol transatlantique qui l'a rendue célèbre. J'étais sur le banc de touche alors que je voulais être au cœur de l'action. Je voulais prouver que je méritais au moins en partie les éloges qu'on me décernait. Aussi, à l'hiver 1932, elle commence à s'entraîner pour le défi suprême. Être la première femme à franchir l'Atlantique en solitaire. I feel as if I were in readiness for a transatlantic hop. I've chosen a ship with which I am familiar, having flown it for about 3 years. Son avion est un Lockheed Vega conçu pour la vitesse et les longues distances. Mais relier 2 continents en aéroplane reste une entreprise suicidaire. Quelques équipages ont bien réussi à franchir l'Atlantique, mais aucun pilote n'a réédité l'exploit de Lindbergh en solitaire. Si Amelia réussit, elle aura prouvé sa bravoure et son talent de pilote. Putnam est déchiré par un terrible dilemme. Cette aventure peut lui valoir la fortune ou lui ravir la femme qu'il aime. J'avais à la fois le cœur serré et un sentiment proche de l'exaltation. What is the latest report, Bert, on the weather? Le 19 mai 1932, Amelia est prête. Mais cette fois, le génie de Putnam pour la mise en scène est moins convaincant. Well, you're off, eh? How's it looking there? Everything is ready. Bye. Goodbye. Folks? I don't think that's so hot. On refait la prise. Please don't forget the phone just the minute you get there, eh? I will. Goodbye. So long. Amelia quitte Teterboro dans le New Jersey pour Terre-Neuve, point de départ de son bond au-dessus de l'Atlantique. 15 heures de vol, dans un froid glacial, traversé de vents violents. À Terre-Neuve, le Vega fait le plein de carburant. Amelia n'emporte qu'une brosse à dents, des écharpes, du jus de tomate et de la soupe. Putnam a habilement choisi la date. 5 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis le vol triomphal de Lindbergh. Dans la solitude des hauteurs, Amelia est dans son élément. Elle s'apprête à inscrire son nom dans l'histoire. À New York, George ne parvient pas à trouver le sommeil. L'attente lui était moins pénible quand il n'était que le commanditaire d'Amelia. Aux commandes de son avion, l'aviatrice s'accroche de toute la force de sa volonté et de son ambition.
J'ai choisi de franchir l'Atlantique parce que j'en avais envie. C'était une façon de me prouver à moi-même qu'une femme expérimentée en était capable. Au milieu de la traversée, les éléments se déchaînent. Les ailes se couvrent de glace et l'avion se met à tanguer dangereusement. Amelia redresse l'appareil de justesse, quelques secondes avant le plongeon fatal. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Des heures de vibration et de chaleur ont entraîné une surchauffe du moteur. Le Vega risque d'exploser d'un instant à l'autre. L'échappement vibrait très violemment. Puis je suis passée sur les réservoirs auxiliaires et en regardant la jauge, j'ai découvert qu'il y avait une fuite. Il fallait que je me pose de toute urgence, n'importe où. Enfin, après 15 heures de vol, la Terre est en vue. Amelia Earhart se trouve au-dessus de Londonderry, sur la côte nord de l'Irlande. Elle est la deuxième personne et la première femme à avoir traversé l'Atlantique en solitaire. Il faudra des heures pour que la nouvelle de son triomphe parvienne à New York depuis la lointaine Irlande. George Putnam organise alors le battage publicitaire. Yes. Call the Times, call the Tribune. Have John there. Good. En moins de 24 heures, Amelia est assaillie par la foule. Elle se prête à une reconstitution de son arrivée historique devant les journalistes. Et elle mime sa rencontre avec un fermier médusé. Amelia Earhart a enfin gagné ses galons d'aviatrice. La conquérante de l'Atlantique ne reste pas pour autant inactive. Elle passe l'année 1932 à sillonner l'Amérique pour défendre les droits des femmes. The Department of Commerce makes no difference in granting licenses to men or women. A pilot's a pilot. I hope that such equality could be carried out in other fields. En 1933, elle gagne la confiance de la première dame des États-Unis. Mrs. Roosevelt, won't you go for a ride tonight over Washington? It's really lovely from the air at night. I'd be very glad to go for a ride over Washington. Ce vol scellera leur amitié. C'est le début de l'aviation commerciale. Amelia est chargée de vanter la fiabilité des vols auprès d'une Amérique inquiète. Elle a su faire de sa passion un métier lucratif. En janvier 1935, 3 ans après avoir conquis l'Atlantique, Amelia décide de franchir le Pacifique. Plus de 3800 km séparent Hawaï de la Californie. Et 10 pilotes ont déjà trouvé la mort en tentant la traversée. Après 18 heures d'un vol épuisant, elle atterrit à Auckland, où elle est accueillie comme un ange venu du ciel. Elle a franchi 2 océans en solitaire. Aucun homme n'a jamais réussi cet exploit avant elle. Have a very enjoyable ride. You all set? I'm ready. Let her go. Mais maintenant, Amelia n'a plus d'océan à conquérir. Si elle ne veut pas retomber dans l'oubli,
elle doit trouver autre chose. Elle se commet dans des cascades futiles et des inaugurations peu glorieuses qui ternissent son image d'héroïne. Le couple quitte New York pour Hollywood, où Amelia pense redorer son blason et où George espère refaire fortune. Débarqué par un cousin rival, George Putnam a perdu la direction de sa maison d'édition. En 1936, il espère devenir producteur de cinéma tout en continuant de promouvoir la carrière de sa femme. Nous sommes à court de carburant. Quelle est votre position? Répondez. Je ne vous entends pas. Me recevez-vous? Répondez. Amelia Earhart est désormais à la croisée des chemins. À près de 40 ans, elle est l'héroïne vieillissante d'une ère qui s'achève. Elle pourrait s'arrêter, mais elle veut goûter à la gloire une dernière fois. En février 1937, à New York, elle annonce le projet fou qui a germé dans son esprit. Elle veut faire le tour du monde en longeant l'équateur. The contemplated course covers about 27,000 miles. It will be the first flight, if successful, which approximates the equator. The plane I'm using on the proposed flight is a transport plane. Son avion est un tout nouveau modèle, le Lockheed Electra 10E. Il coûte 80 000 $, ce qui représenterait aujourd'hui environ 1,5 million de dollars. C'est le plus gros appareil qu'Amelia ait jamais piloté. Misant sur le courage et le charisme de sa femme, Putnam engage tout ce qui reste de sa fortune. Mais il est très inquiet. La route de l'équateur est jalonnée de jungles, de déserts, de chaînes de montagnes. Et surtout, elle traverse l'immense océan Pacifique. Si son mari a une conscience aiguë du danger, Amelia Earhart, elle, rêve d'une victoire en apothéose. Cet avion est splendide, il m'inspire des poèmes. L'Electra est un géant qui développe 1100 chevaux de puissance. Le fuselage a été équipé de 2 réservoirs supplémentaires, ce qui porte son autonomie à près de 5500 km. Cette épopée sera la dernière. Amelia compte ensuite se retirer pour jouer le rôle plus paisible d'épouse et peut-être même de mère. J'ai le sentiment qu'il me reste encore à accomplir un grand vol, et j'espère que ce sera celui-ci.
Mais il est devenu difficile d'intéresser le public. Les grandes routes de la planète ont toutes été parcourues par avion. S'escrimant à trouver un angle d'attaque, George Putnam présente le projet comme un vol à visée scientifique. And I hope to accomplish something really worthwhile in aviation scientifically. I myself am particularly interested in the reaction of the human being to all aspects of flying. Mais comme toujours, c'est le charme d'Amelia qui attire les médias. How about taking me along? Well, of course I think a great deal of you, but 180 pounds of gasoline on a flight perhaps might be a little more valuable. You mean you prefer 180 pounds of gasoline to 180 pounds of husband? I think you've guessed right. Exploit scientifique ou acrobatie aérienne, un vol autour du monde exige une logistique impressionnante. Putnam se met au travail. Il faut obtenir les autorisations d'atterrissage, organiser les ravitaillements en carburant. Chaque étape du voyage sera longue et périlleuse, surtout la seconde, qui doit relier Hawaï à l'île de Hollande, en Océanie. Hollande est un îlot perdu au cœur du Pacifique. Le gouvernement américain a l'intention d'y construire une piste aérienne, mais le financement du projet s'enlise dans des tractations politiques. Amelia use de son influence auprès de la Première Dame, la seule à pouvoir court-circuiter la bureaucratie. Le président Roosevelt accède à sa requête. Quelques semaines plus tard, l'île de Hollande est prête à accueillir la première héroïne américaine du ciel. L'Electra est beaucoup plus complexe que les premiers monomoteurs poids-plume qu'Amelia pilotait au début de sa carrière. Putnam engage donc Paul Mantz, pilote de voltige d'Hollywood, pour entraîner sa femme. Unis par leur passion commune pour l'aviation, Mantz et Amelia deviennent très vite amis. Deux navigateurs expérimentés complètent l'équipage, Harry Manning et Fred Noonan. Amelia a besoin d'eux. L'Electra lui donne du fil à retordre. Mais elle se dit prête. Le 17 mars, Amelia et son équipage décollent d'Auckland à destination d'Hawaï, première étape de leur tour du monde. Fred Noonan connaît le Pacifique mieux que quiconque. Ancien navigateur à la Pan American Airways, il fait le point en se repérant par rapport au Soleil sur un itinéraire qu'il a déjà parcouru 18 fois. Il les guide jusqu'à Honolulu avec une précision d'orfèvre. À Hawaï, l'équipage se prépare pour l'étape la plus longue et la plus périlleuse du voyage. 2900 km jusqu'à l'île de Hollande. Deux jours plus tard, tout est fin prêt. L'avion emporte 2300 litres de carburant supplémentaire pour avoir un meilleur rendement des moteurs.
Un vent de travers fait dévier violemment l'avion vers la droite. Amelia coupe le contact quelques secondes avant l'explosion des réservoirs. Quelques minutes plus tard, George Putnam apprend l'accident. Bouleversé, il propose à Amelia de mettre fin à l'aventure. Du moment que l'équipage et toi allez bien, le reste m'importe peu. Si tu veux annuler ou reporter, ça m'est égal. Le Lockheed Electra gît sur la piste et Amelia voit sa carrière brisée. Elle rentre en Californie par bateau. Elle fait bonne figure devant les caméras, mais au fond d'elle-même, elle est vexée et honteuse. Putnam accuse une panne mécanique, mais selon un expert en aéronautique, l'erreur vient d'Amelia. Elle a perdu le contrôle de l'appareil. On a servi au public une explication confuse, mais elle a perdu le contrôle de l'avion dès le décollage, voilà tout. Il faut 25 000 $ pour remettre l'appareil en état. George et Amelia n'ont pas cette somme. Eh bien, j'hypothèque l'avenir. Après tout, à quoi sert l'avenir? Tandis que George rassemble l'argent nécessaire auprès d'amis et d'associés, Amelia accorde enfin toute son attention à l'avion. Elle retrouve toute sa combativité. Il aurait été si facile de se retirer et tellement compréhensible, mais elle voulait par-dessus tout aller au bout de ce qu'elle avait commencé, même si je savais que je pouvais mettre fin à l'aventure. En mai 1937, l'Electra est réparée, mais son équipage s'est dispersé. Harry Manning n'est plus du voyage, et Paul Mantz a été remercié. George Putnam ne l'aime guère, surtout depuis qu'un tabloïd a évoqué une liaison entre Amelia et le pilote de voltige. Reste Fred Noonan, qui sera le navigateur d'Amelia dans ce vol autour du monde. George Putnam les accompagne jusqu'à leur première escale. Un vol agité d'Auckland à Miami pour tester l'appareil après réparation. Les mauvaises conditions météo du printemps obligent Amelia à inverser son parcours. Elle fera son tour du monde en volant d'ouest en est. L'appareil se comporte parfaitement. Miami, 1er juin 1937. Comme bien des fois auparavant, George et Amelia se font leurs adieux. Ils ne savent pas que ce sont les derniers. Ses yeux brillaient d'excitation à la perspective de la grande aventure qui l'attendait. Elle paraissait si petite, si frêle et féminine. Elle devait ressembler à la petite fille du Kansas qu'elle avait été autrefois.
L'avion s'élève au-dessus des Caraïbes et Amelia savoure la liberté qu'elle a toujours éprouvée en vol. Mais elle a décidé de laisser à terre un câble d'antenne de radio de 75 mètres de long. Elle renacle à l'idée d'avoir à l'enrouler et le dérouler au gré des besoins. Et elle juge que la radio fonctionne assez bien pour pouvoir s'en passer, surtout pour des communications à courte portée. Amelia, 137 by 45. 137 by 45, check. 5 ans auparavant, sa traversée de l'Atlantique faisait les gros titres des journaux. Cette fois, Amelia n'a droit qu'à une seule colonne en page 27 du New York Times. À mi-étape, la jeune femme se plaint d'un problème sérieux. Les vapeurs d'essence dans le cockpit m'ont encore rendu malade ce matin après le décollage. Amelia est peut-être enceinte. La majeure partie de leur itinéraire survole des régions continentales. Si quelque chose va mal, ils ont quelques chances de survivre à un atterrissage forcé. Seul l'océan Pacifique représente un danger majeur, mais de l'autre côté, c'est l'Amérique et la victoire. À la mi-juin, cela fait 2 semaines qu'Amelia et Fred endurent épuisement, nausées et tempêtes. Amelia téléphone à George Putman depuis les lointains confins de l'Afrique et de l'Asie. Elle lui raconte le lent déroulement de sa grande aventure et tous deux rêvent à son retour triomphal. J'étais le mari d'une héroïne, un rôle qui pouvait être difficile s'il ne s'accompagnait d'une grande compréhension mutuelle et d'une bonne dose d'humour. Good night, GP. Le 29 juin, Amelia Earhart et Fred Noonan atterrissent à Lae, en Nouvelle-Guinée. Ils ont parcouru les 3/4 de leur périple autour de la Terre. Amelia a volé plus de 32 000 km avec une parfaite maîtrise de son appareil. Mais ils doivent maintenant franchir la plus longue et la plus périlleuse des étapes de leur parcours. Les 4000 km qui les séparent du minuscule îlot de Hollande, en plein Pacifique. Le 2 juillet 1937, à Lae, un Américain prend les dernières images de l'Electra. Amelia est partie. L'île de Hollande est à 18 heures de vol sans escale, soit à peine 3 heures de moins que l'autonomie maximale de l'Electra. Le garde-côte américain Itasca se tient au large de Hollande pour guider par radio l'approche d'Amelia Earhart et Fred Noonan.
15 heures s'écoulent. Puis l'Itasca reçoit le premier message clair d'Amelia. Earhart appelle Itasca. Ciel couvert. Prendrons l'écoute à chaque heure et demi-heure sur la fréquence 3105. L'opérateur radio de l'Itasca répond à Amelia, mais elle ne l'entend pas. Quelle est votre position? Veuillez accuser réception de ce message à votre prochain contact. 18 heures après avoir décollé de Nouvelle-Guinée, Amelia ne doit pas être loin de l'île de Hollande. SVP, relevez notre cap vers vous et rappelez-nous dans une demi-heure. Serions à 100 nautiques de la route. Amelia a besoin que l'Itasca lui donne sa position, mais elle ne capte toujours pas son signal. Amelia vole depuis 19 heures et sa voix trahit un début de panique. Nous devons être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Nous n'avons presque plus de carburant. Me recevez-vous? Notre carburant s'épuise. Nous n'avons plus qu'une demi-heure d'autonomie. Quelques minutes plus tard, Amelia fait une nouvelle tentative. Nous volons en cercle, mais nous ne vous entendons pas. Itasca appelle Earhart. Me recevez-vous? Confirmez, s'il vous plaît. Les cheminées de l'Itasca crachent une fumée noire visible à plus de 30 km. Amelia et Fred ont sans doute beaucoup dévié de leur trajectoire. Confirmez réception de nos signaux sur la fréquence 7500 ou 3150. À vous. Il est 8h44 du matin. Nous sommes entre les positions 156 et 137. Je répète, nous élargissons notre navigation au nord et au sud. C'est son dernier message. Leur position est correcte, mais l'Electra est invisible. Quelques minutes plus tard, les réservoirs sont à sec. L'Electra entame sa chute mortelle. Fou d'inquiétude, George Putnam a pris la tête des secours. La marine américaine lance la plus gigantesque opération de recherche de son histoire. Mais en vain. L'Electra a disparu, corps et biens. Au bout de 17 jours, les recherches sont interrompues. Pendant des mois, George continue à recevoir les lettres qu'Amelia a postées au fil de son périple. Une correspondance triste et macabre. En octobre 1937, il finit par admettre qu'elle ne reviendra plus. Comment est-elle morte? Nous ne le saurons sans doute jamais. Aujourd'hui, je me souviens qu'elle ne se voyait pas vieillir. George meurt en 1950, à l'âge de 63 ans. Le public ne retiendra du puissant commanditaire des premiers vols transatlantiques que le veuf éploré d'une héroïne de l'aviation. La disparition d'Amelia Earhart reste l'un des grands mystères du XXe siècle. En se volatilisant dans les airs, Amelia Earhart est restée une légende pour l'éternité. Une femme qui osait vivre sa passion et affronter le danger avec bravoure. En
1927, à l'aube de sa célébrité, elle écrivait ces quelques mots qui composaient un poème. Le courage est le prix à payer pour la paix. L'âme sans bravoure ne peut se transcender, ne connaît pas la solitude de la peur, ni les cimes où la joie amère entend le bruit des ailes